Bonjour à toutes et à tous, c'est Glippo, votre diabétique préféré. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du diabète de type 1. Mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification pour ne rien louper. Vous pouvez également me suivre sur TikTok et Instagram afin d'avoir des contenus un peu plus courts et l'évolution des crash tests que je peux effectuer. Donc aujourd'hui on va parler du diabète avec lequel je vis, qui est donc un diabète de type 1. Dans cette forme de diabète, c'est en fait le système immunitaire qui attaque les cellules bêta des îlots de Langerhans pour les plus scientifiques d'entre nous. D'ailleurs, je vous renvoie à ma vidéo sur l'insuline où il y a une petite partie histoire qui peut être pas mal en termes de recherche pour pouvoir comprendre exactement ce qu'il en est. Donc ces cellules bêta sont présentes dans le pancréas et elles sont responsables de la production d'insuline au niveau de l'organisme. Donc ce système immunitaire ne reconnaît plus nos cellules bêta comme étant des cellules de l'organisme, il les considère donc comme un organisme étranger qu'il faut alors détruire. On dit alors que c'est une maladie auto-immune puisque notre propre système immunitaire a détruit nos propres cellules en fait. L'insuline, du coup, qui est une hormone essentielle dans l'équilibre glycémique et l'assimilation des glucides pour notre organisme, est une hormone donc indispensable, comme vous l'aurez comprise. Je vous renvoie également à ma vidéo sur l'assimilation des glucides pour que vous puissiez comprendre un peu mieux comment elle fonctionne dans l'organisme et quel est vraiment son rôle. Pour faire bref, elle permet donc aux glucides présents dans l'alimentation qui ensuite se retrouvent dans notre circulation sanguine de pénétrer nos cellules afin qu'on puisse les utiliser comme source d'énergie, que ce soit pour les muscles ou pour le cerveau par exemple. En raison donc de cette attaque du système immunitaire, les personnes atteintes de diabète de type 1 ne produisent alors plus d'insuline du tout, ce qui est donc un réel problème dans la régulation de la glycémie et l'assimilation ainsi que l'utilisation des glucides pour l'organisme. Ce fameux glucose présent dans l'alimentation se retrouve donc en accumulation dans le sang, ce qui provoque alors une hyperglycémie caractéristique du diagnostic du diabète de type 1. A noter que ce type de diabète est généralement détecté chez les enfants, les adolescents ou les jeunes adultes avant 30 ans généralement, principalement je dirais même, mais n'oublions pas qu'il peut atteindre beaucoup de personnes différentes et il ne faut pas se fixer qu'à une seule limite d'âge. Bien sûr, il existe un peu de tout, principalement ce sont quand même les jeunes individus, donc jusqu'à 30 ans environ. Les principaux symptômes sont la polyurie, donc l'envie d'uriner fréquemment, la polydipsie qui s'y associe. C'est donc une soif intense, ça ce sont, comme vous l'aurez compris et sûrement remarqué, les symptômes de l'hyperglycémie. Vous avez également une faim insatiable, constante, avec une perte de poids importante, inexpliquée et surtout rapide. Les facteurs génétiques jouent un rôle important dans la prédisposition au diabète de type 1, mais sachez que des facteurs viraux sont aussi très impliqués dans les cas de diabète de type 1. Personnellement, au sein de ma famille, personne n'est atteint de diabète insulinodépendant, donc de type 1. Donc on a un peu éliminé le facteur génétique. Par contre, les médecins soupçonnaient, et soupçonnent d'ailleurs toujours, un facteur environnemental qui serait alors à l'origine du déclenchement de ma maladie. Il est quand même important de souligner que le diabète de type 1 n'est en aucun cas provoqué, déclenché ou développé suite à un mode de vie peu sain. Comme on l'a expliqué juste avant, il y a des facteurs, donc génétiques de prédisposition bien sûr, environnementaux, et il a été démontré que certaines infections virales pouvaient être aussi mises en cause. Les personnes atteintes donc de ce diabète ne peuvent pas retarder ou limiter l'apparition de cette maladie en régulant leur mode de vie ou en ajoutant de l'activité simplement à leurs habitudes. Ça, je le mets en parallèle suite à ma vidéo que je vous renvoie également sur le diabète du coup de type 2, qui lui, malgré des prédispositions et des facteurs, peut être retardé voire évité lorsqu'on adapte son régime alimentaire ainsi que son activité physique. Les personnes atteintes de ce diabète ne peuvent pas prévenir ou retarder la maladie et elles auront besoin de prendre un traitement à vie.
Concernant les traitements, on est sur de l'insulinothérapie qui est donc une administration d'insuline artificielle. Je vous renvoie à ma vidéo sur les insulines justement, où vous retrouvez le détail des insulines artificielles avec leur délai d'action et les noms, explications qui vont bien avec. En général, on est sur 3 à 4 injections d'insuline par jour sur des schémas plutôt standards. Alors je vais parler par expérience du mien, puisque c'est celui que je maîtrise le mieux, avec 3 injections de bolus sur la journée, plus une injection de lente sur 24 heures le soir. Bien sûr, ce sont des protocoles qui peuvent varier en fonction des patients, des médecins qui les ont pris en charge, et des années aussi, puisqu'en évoluant, la santé, la recherche et la prise en charge changent aussi, donc les protocoles peuvent un peu changer, mais globalement, on reste sur ce schéma-là, avec une insuline rapide à chaque repas, donc matin, midi, soir, et une insuline lente pour couvrir les besoins et les variations de la glycémie qui seraient alors sur 24 heures. On retrouve donc des injections qui sont sous-cutanées dans les stylos jetables comme présenté dans ma vidéo, ou alors dans des pompes à insuline, ce qui permet de mimer artificiellement ce que l'organisme ferait naturellement. Bien sûr, avec ça, il faudra ajouter un mode de vie sain, avec des repas à heure fixe. Alors quand je vous dis à heure fixe, c'est avec une petite marge de manœuvre d'une demi-heure à 1 heure, bien sûr. On peut profiter de la vie comme tout le monde, j'ai envie de vous dire, mais on a quand même certaines contraintes. C'est déjà de ne pas sauter de repas parce qu'on se met alors en risque d'hypoglycémie. Et par rapport au délai d'action des insulines, c'est vrai que la journée est plutôt rythmée là-dessus et que l'idéal c'est d'avoir des repas à heure fixe pour que ce soit carré. Telle heure je mange tant et tant de glucides, je fais telle et telle dose. C'est vraiment assez strict. Il faut bien sûr un mode de vie sain, adapté, donc avec une alimentation variée et bien sûr de l'activité physique régulière. Et régulière, c'est plusieurs fois par semaine. Après, bien sûr, j'entends qu'on ne puisse pas toujours faire comme on veut. Si on peut déjà 1 à 2 fois dans la semaine, ce serait l'idéal. Après, il y a des personnes qui associent l'activité physique avec leur métier, bien sûr. Toutes les personnes qui travaillent debout, qui se déplacent en clientèle ou autre, ou dans des surfaces de vente, là, l'activité physique est comprise dans la journée. Mais il faut essayer de rester en mouvement le plus possible, parce que rappelons-le quand même, les muscles consomment du sucre, donc du glucose, ce qui permet de quand même réguler la glycémie plus facilement lorsqu'on est actif. Mais je pense que ça, vous l'aviez déjà remarqué. Si vous êtes également diabétique, c'est que quand vous avez des journées off où vous ne faites rien du tout, la patate de canapé, les glycémies ont tendance à être un peu plus élevées et à moins être stables. Sachez pour les personnes qui seraient fraîchement diagnostiquées également qu'il y a normalement des rendez-vous avec une diététicienne dès l'annonce de la pathologie pour vous aider à cette prise en charge. Moi j'avais appris à lire les étiquettes, vous savez, qui sont au dos des aliments qu'on achète, avec les tableaux, avec les glucides, dont sucre, type de glucides, rapide, lent, tout ça. Les étiquettes d'ingrédients aussi, s'il y a du sirop de glucose, tout ça. En général, elle vous donne aussi des idées de menus qui sont parfaitement adaptées. Après, vous pouvez bien sûr moduler en fonction de votre envie, de vos goûts, mais ça vous donne déjà une petite base de travail. Après, si jamais ça ne vous a pas été proposé lors du diagnostic ou avec l'hospitalisation, vous pouvez prendre contact avec une diététicienne à part en lui expliquant votre situation. Normalement, elles sont aussi formées pour ça et savent vous proposer des choses qui sont adaptées. Et avec tout cela, il y aura bien sûr une surveillance du coup de la glycémie, au minimum 4 fois par jour. En tout cas, c'est ce que moi, on m'a appris quand j'ai été hospitalisée, c'est-à-dire le matin au réveil, le midi, l'après-midi, le soir et avant le coucher. Juste histoire de voir où on en est dans les variations de glycémie, pour pouvoir estimer, alors il y a des personnes qui sont sur 6 à 10 surveillances dans la journée. Maintenant, quand il y a des diabètes, qu'on a du mal à équilibrer, on a du mal à trouver un traitement adapté. Je sais qu'au début, c'était mon cas, pour les doses notamment de Lantus. Ils galéraient, moi j'étais hospitalisée 15 jours, une semaine à l'hôpital de ma ville, et une semaine dans un autre hôpital spécialisé avec un service de diabétologie infantile avec un professeur pour une prise en charge un peu plus adaptée, puisqu'ils n'arrivaient pas à trouver des dosages d'insuline qui puissent me correspondre. Ça c'est propre à chaque individu,
bien sûr. Donc rappelons les valeurs quand même, à jeun elles doivent être comprises entre 0,70 g par litre et 1,20 g. Après le repas, elles doivent être aux alentours des 1,60 g par litre. Cette surveillance rapprochée de la glycémie permet de maintenir en fait artificiellement un équilibre que l'organisme fait tout seul chez les moldus qui n'auraient pas de diabète. Malheureusement, en termes d'évolution, il n'est pas possible d'anticiper, voire d'éviter le développement de ce diabète. C'est ce que je vous disais dans la partie numéro 1, car les cellules détruites par le système immunitaire sont détruites en fait pour toujours, ne reviendront jamais, l'organisme n'en reproduit pas. Cependant, des recherches sont quand même en cours concernant notamment le développement de nouvelles thérapies comme la thérapie cellulaire qui pourrait permettre de remplacer du coup les cellules bêta qui ont été détruites. Il y a également la création de pancréas artificiel qui est en cours d'étude justement pour pouvoir reprendre en cours cet équilibre et cette administration d'insuline de façon automatisée sans qu'on ait besoin de contrôler, de calculer les doses et tout ce qui va avec. Il y a également des recherches sur les traitements immunomodulateurs de manière à ne pas supprimer le système immunitaire comme dans le cas de greffe ou autre, mais vraiment à réguler ce système immunitaire de manière à ce qu'il ne détruise pas les cellules bêta. Donc ça ce serait plutôt, alors c'est encore en cas de recherche, hein, enfin l'étude, c'est plutôt en prévention sur des gens qui auraient par exemple des facteurs génétiques de manière à leur éviter, pourquoi pas à terme, de développer la pathologie. Mais ça c'est vraiment des pistes là qu'on commence à explorer. Et on sait que la recherche prend beaucoup de temps, ça coûte beaucoup d'argent. Donc on est sur des dizaines d'années de recherche et pourtant on a un peu évolué, mais on n'est pas non plus sur des choses folles. Hein. Après, en termes d'évolution, à proprement parler, au sens de la pathologie, j'entends, on peut avoir bien sûr des évolutions sur l'organisme, des répercussions sur d'autres organes suite à l'hyperglycémie chronique. Si jamais le diabète est mal équilibré et que justement on a tendance à être trop en hyperglycémie, sur du long terme, il peut quand même avoir des conséquences importantes. Je vous renvoie à une autre vidéo que j'ai faite sur les pathologies qui sont liées au diabète du coup. Et là vous retrouverez en détail ce dont on va parler là rapidement. Alors vous avez bien sûr tout ce qui va être insuffisance rénale, puisque quand vous avez une hyperglycémie, les reins cherchent à éliminer le sucre principalement. Donc ça peut aller jusqu'à la dialyse, voire la greffe. On peut avoir des atteintes au niveau du nerf optique, donc avec une cécité visuelle dans les cas les plus graves, des pathologies cardiovasculaires, des soucis, tout ce qui va être circulatoire, problèmes de circulation sanguine, notamment au niveau des jambes, des problèmes au niveau du système nerveux avec des douleurs. On va avoir beaucoup de soucis dentaires, des infections qui sont plus fréquentes que d'habitude ou sur une personne lambda, j'ai envie de vous dire, ainsi qu'un risque d'AVC peut-être supérieur à une personne aussi dite lambda sans pathologie chronique ou autre. N'oublions pas que le diabète de type 1, c'est comme une pathologie avec laquelle on peut vivre, il y a des traitements qui sont en place, donc on peut quand même travailler, on peut vaquer à ses loisirs, vivre quasiment comme une personne normale, mais n'oublions quand même pas que la charge mentale pour ce type de pathologie, elle est énorme. C'est-à-dire que du matin au soir, on doit quand même rester dans le contrôle, surveiller sa glycémie, moduler ses doses d'insuline et ses repas en fonction des résultats pour rester justement dans cette moyenne glycémique correcte afin d'éviter d'avoir plus tard des pathologies supplémentaires qui se développeraient suite à une hyperglycémie chronique. Il faut être réaliste, ça reste quand même une pathologie qui est lourde. Bien sûr, il y a plus grave dans la vie, mais il ne faut pas non plus prendre à la légère. Ça, c'est plutôt pour l'entourage. Quand on a une personne qui est diabétique, on dit oui, tout le monde vit avec un diabète, on vit bien avec un diabète, on vit bien quand c'est équilibré et qu'on maîtrise parfaitement. Mais la réalité de la chose, c'est que c'est jamais le cas. Vous travaillez, les aléas de la vie font que l'alimentation, l'activité varie. Avec ça, votre glycémie. En plus, c'est lié aux hormones, aux émotions. C'est un équilibre hyper fragile et hyper sensible. Il faut quand même garder ça à l'esprit.
Et je trouve qu'on n'en parle pas assez sur les réseaux ou même dans le monde médical de cette charge mentale. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous vous sentez aussi concerné, si vous avez aussi cette impression de poids, si parfois vous vous retrouvez, enfin vous avez surtout l'impression de vous retrouver seul face à cette pathologie, ce qui peut être tout à fait le cas. Alors moi je suis très bien entourée, on m'accompagne et voilà, mais il y a des moments où je me sens seule. Et je pense que c'est le cas pour beaucoup d'entre nous. Parce qu'en fait, il n'y a pas assez de discussions ouvertes sur cette charge. Comment t'appréhendes ta journée, ton week-end, quand tu pars en vacances, faut penser à ci, à ça, glycémie, insuline, aiguille. Voilà, je suis trop basse, pourquoi? Je suis trop haute, pourquoi? Quand on a trouvé la raison, c'est facile, mais quand on n'a pas la raison, ben, on cherche jusqu'à ce qu'on trouve pour pouvoir éviter de retomber dans cette hyperglycémie. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez d'ailleurs une vidéo peut-être sur la santé mentale et sur la charge mentale liée à cette pathologie, donc le diabète de type 1 ou le diabète de manière générale, parce que j'imagine que les personnes atteintes de diabète de type 2, il y a aussi pas mal de choses à maîtriser et il faut faire très attention, sachant que eux ont vécu leur vie tranquillement sans faire forcément attention. Et ensuite on leur dit il faut se restreindre, il y a ça, il y a ça, il y a ça, à gérer, à contrôler, à vérifier, donc ça peut être aussi des fois compliqué. Surtout n'oubliez pas que ici c'est pour moi une safe place. J'aimerais que ce soit un espace où on puisse débattre, parler de nos expériences, échanger justement sur ce qu'on a pu tester, ce qu'on a pu voir, partager un maximum et surtout s'entraider. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez trouvé des informations utiles et inspirantes. N'hésitez pas à me mettre un petit avis en commentaire, j'y répondrai. N'oubliez pas de liker et surtout de vous abonner pour ne rien manquer, c'est très important. Continuez à prendre soin de vous, à vous informer et à soutenir ceux qui vivent avec un diabète. À la prochaine!